Aujourd'hui, je vais vous présenter Quentin Doulcier qui est un entrepreneur. Il a commencé à 22 ans en achetant son appartement grâce à un CDI où il gagnait 1600 € par mois. Et quelques années après, il a pu acheter plus de 60 appartements. Il fait de la location courte durée. Ça fait plus de 6 ans qu'on se connaît et il utilise Superhôte. Aujourd'hui, il va vous expliquer étape par étape comment il a fait, les erreurs qu'il a fait, comment est-ce qu'il les a surmontées, qu'est-ce que vous pourriez justement mettre en place vous aussi pour atteindre ces résultats. Enfin bref, on va découvrir ses secrets. On y va, c'est parti. Salut Superhôte, on se retrouve dans la série Superhôte Story et là je suis en très bonne compagnie puisque je suis en compagnie de Quentin Doulcier. Salut Quentin. Salut Mathieu. C'est un plaisir pour moi de l'interviewer. Merci encore Quentin de ton partage. Avec plaisir. Justement, comment est-ce que toi tu as eu le déclic de te lancer, on va dire, dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as commencé en tant que CDI, conducteur de travaux, etc. Ça a été quoi le switch en fait? Je suis passé par l'immobilier, je dirais, avant d'aller dans l'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, c'est une sorte d'entrepreneuriat, je trouve. Ça a vraiment commencé le jour où CDI classique, j'investis dans un immeuble, je le divise, je fais de la location courte durée. Au début, je fais tout moi-même, c'est très rentable, je gagne bien ma vie. Au bout d'un moment, j'aime quand même travailler, donc je continue à travailler. À un moment, l'opportunité vient de sortir de mon travail parce que ça se passait mal, donc je décide d'arrêter de travailler. Et je dirais c'est le jour où j'ai arrêté de travailler, où j'ai arrêté d'écouter les autres, parce que moi je suis plutôt introverti à la base, où j'ai dit tiens, je vais m'écouter, je vais me faire confiance, je vais me lancer sur YouTube, etc. Et je dirais que c'est là le déclic, c'est je me suis fait confiance à moi, je me suis lancé, et c'est là que tout a pété, parce que je me suis écouté, et tout ce que j'ai fait, ça a plutôt bien marché. Et c'est mon premier déclic. Donc basé sur de l'immobilier, je fais ça. Et rapidement, je crois au bout de quelques mois où j'étais entre guillemets rentier, parce que je vivais déjà, parce que j'avais vraiment carburé au début. Et j'ai commencé, je m'ennuyais, donc j'ai commencé à ouvrir un magasin, après un business sur le web, etc. Et tout s'est enchaîné, mais vraiment de manière naturelle, entre guillemets, parce qu'en démissionnant, j'ai récupéré beaucoup de temps. Et quand on a un mindset d'entrepreneur plus du temps, l'immobilier, c'est bien, mais c'est long. Je disais, le temps d'acheter un immeuble, il y a 3 mois. Ouais. Et pendant ces 3 mois, quand on fait rien, il faut s'occuper. Et comment tu as fait toi pour passer parce que je sais que tu as eu plus de 60 appartements, etc. Comment on passe de 0 à 60 appartements quand on quitte son CDI à 1600 € par mois, parce que beaucoup de personnes vont se dire ça, c'est impossible, etc. Ouais. Toi, justement, tu t'es dit quoi dans la tête? Comment est-ce que tu... J'avais bien analysé un peu. Déjà, de 0 à 60, c'est plus facile quand tu les achètes 3 par 3 ou 4 par 4. Ouais. Si tu les achètes un par un, passer 60 fois devant chez le notaire, c'est beaucoup trop. Donc j'avais compris, j'ai acheté des petits immeubles. Ma stratégie, j'ai acheté des maisons, je les divisais en appartements. Par exemple, mes 2 premiers immeubles, je passais de 0, c'était un immeuble de 4, un immeuble de 3. Donc je passe de 0 à 7 assez rapidement. Et à chaque fois, j'ai racheté des petits immeubles comme ça, de 0 à maximum 13 lots, ce qui m'a permis de monter assez rapidement en termes de lots. Ok. Et tu as fait beaucoup de... Enfin, en termes de financement, du coup, c'est toi qui as mis la main à la... Non, c'était t'as fait des... CDI classique, crédit classique sur tous les premiers immeubles, jusqu'au moment où je démissionne. Là, les banques ne me prêtent plus, donc j'avais anticipé un peu ça, et j'avais anticipé, donc j'ai créé une société, et pendant un an, j'ai acheté que des petits biens entre 0 et 50 000 € cash, je réinvestissais tous les loyers que je gagnais, parce que moi j'avais le chômage, donc je réinvestissais tous les loyers que je gagnais, je m'en servais d'apport, et j'achetais des petits biens entre 0 et 50 000 €, et dès que j'ai récupéré une capacité d'emprunt, grâce à ma boîte qui fonctionnait, là c'était illimité. Parce que du moment qu'on me redit oui, et en gros je savais que c'est moi qui gérais mon salaire, je pouvais l'augmenter, etc., j'étais un peu illimité. Là j'ai recommencé à acheter des immeubles, mais je suis jamais monté dans des immeubles très chers. J'ai accompagné beaucoup de gens qui achetaient des immeubles 300, 500 000. Moi j'étais plutôt spécialiste des immeubles je dirais de 0 à 200 000 €. Donc moi j'achetais plutôt des immeubles à 100 000, 150 000, allez 200, 220 000. J'étais spécialisé plutôt dans les petites villes et petits immeubles que grandes villes. C'était et dans quel gros immeubles. secteur, du coup, pour donner un peu de contexte? 1 heure autour de Toulouse. Ouais. J'ai un peu la stratégie. Moi, je conseille toujours d'investir un maximum 1 heure de chez soi. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'investissais vraiment 1 heure. J'avais Toulouse, Castres, Castelnaudary, Carcassonne, Albi, tout ce secteur, 1 heure autour de Toulouse. Parce que j'avais identifié que justement, avec 1600 € par mois, acheter un immeuble à Toulouse, c'est juste pas possible. Du coup, j'avais identifié qu'il fallait être dans un second rideau. Et que c'est dans le second rideau. À chaque fois, j'achetais dans les petites villes de 10 000. Dès que j'avais assez de sous, je passais dans les villes de 50 000. Et aujourd'hui, j'attaque Toulouse. Donc, j'ai vraiment pris du recul et fait les choses étape par étape. Sauf que moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Voilà, quand j'achète un immeuble, je suis déjà en train de chercher le prochain que j'ai pas signé le premier. Et des fois, ça passe pas et des fois, ça passe. Et à force de s'entraîner et de le faire, ça passe souvent. Et toi, tu aurais une astuce pour quelqu'un qui veut acheter un immeuble
Déjà sur la localisation, tu as dit à 1 heure, mais après, en termes de financement, sur le projet, toi, ce serait quoi? Imaginons que tu vois une opportunité, c'est quoi les critères, tu vois, que tu checkes, toi? Moi, une structure saine, critère, on ne peut pas passer dessus, c'est des murs qui tiennent et un toit en bon état. Ok. Avec des poutres en bon état, etc. Parce que l'intérieur, on s'en fout que ça soit pourri, on peut tout refaire. Mais structure saine, plancher sain idéalement, après le reste c'est que du cloisonnement. Le top du top, c'est dans votre ville, peu importe où vous êtes. Des fois, je dis, vaut mieux prendre 2% moins rentable dans ta ville plutôt que d'aller chercher 2% à 30 minutes. Parce que les allers-retours, la fatigue, la gestion, tu vas déléguer à 30 minutes, tu vas appeler un plombier, dans ta ville, tu aurais fait toi-même, etc. Donc vraiment, investir dans votre ville ou à 15 minutes grand max de votre ville, quitte à perdre en renta, ajouter vachement de valeur à votre immeuble. Si vous achetez un truc sans travaux, ben, vous avez du mal à ajouter de la valeur. Donc ajouter idéalement des travaux. Si on veut gagner plus, on fait ben, le combo gagnant, c'est division, travaux, location courte durée. C'est un peu le combo gagnant. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'expliquais aux gens pendant longtemps de faire. C'est-à-dire pour les débutants, quand tu dis division, donc bon, il y a un. On prend une maison, on fait en sorte que quand on l'achète, elle soit déjà plus ou moins propice à la division, que l'escalier soit bien placé, etc. Je révolutionne pas les intérieurs, puis ça fait partie de la stratégie pour diminuer les coûts de travaux. Donc vraiment, on achète une maison et on la divise à l'intérieur en 4 appartements avec 4 compteurs électriques. Et du coup, on crée de la valeur forcément au bien immobilier. Ok. Et après, toi, bah, quand tu arrives sur, imaginons que tu fais une visite, toi, comment est-ce que tu arrives à te dire, ouais, je vais estimer ça à tant pour les travaux, il y aura tant pour les travaux, Bon, tant pour les. avec des tableaux, c'est assez facile. Aujourd'hui, je crois même que tu en as, toi, Ouais. sur Superhot, des tableaux d'estimation de travaux, Mhm. où quand tu rentres, il faut que tu saches à peu près, soit avec, si on ne s'y connaît pas, on se dit, voilà, c'est 800 euros du mètre carré, 1000 euros du mètre carré. Il faut qu'on sache faire une estimation rapide pendant la visite. Et sur un coin de note, en gros, si je visite un bien qui coûte 100 000, il y a 100 mètres carrés. On rénove à 1000 euros du mètre carré, donc c'est-à-dire si je rénove tout, j'en ai pour 200 000, et je sais que pour 200 000, il faut que je loue 2000 euros par mois. J'ai toujours ce ratio de division par 100 qui fait que bah, si le projet me revient à 200 000, il faut que ça me rapporte 2000 euros par mois. Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est 1008? Et dans ce cas-là, avec de l'optimisation, on arrive à le faire. Par contre, si on est à 1002 pour 200 000, je sais très bien que je ne vais pas aller au bout. Donc soit je redécoupe un peu plus et j'arrive à faire quelque chose, soit je passe au suivant. Ok. Et du coup, là, après, toi, comment est-ce que tu te projettes au niveau de peut-être tes analyses de marché, location courte durée? Est-ce que tu as des astuces Bah, pour te projeter, tu vois? j'ai tout testé, je fais partie des premiers qui faisaient la course dans des petites villes, dans Ouais. des zones où personne allait, et ça marche partout. Hmm. Encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. On a testé dans les villages de 1000 habitants avec rien de spécial, mais aujourd'hui il y a tout qui marche partout, encore plus avec l'atypique, etc., Ouais. qui dope. Il y a des gens, j'ai croisé des gens, ils faisaient de l'atypique au fin fond du Tarn. Ils avaient fait un studio japonais au fin fond du Tarn et ils louaient 150 euros la nuit et ça fonctionnait. Et donc à partir de là, j'ai compris que en gros, Ouais. grosso modo, ça fonctionne partout, du moment qu'on fait bien les choses, qu'on les met bien en ligne, qu'on est derrière, etc. Donc c'est pour ça l'emplacement, avant, il était vraiment. Ça reste toujours un gros atout, mais même si vous avez un emplacement numéro 2 avec un bien vraiment bien fait, aujourd'hui, ça marche partout. Toi, tu as des petites anecdotes, peut-être des leçons que tu as appris justement sur, bah, vu que tu as enchaîné plein de lots comme ça, ouais, au niveau de l'acquisition, est-ce que tu as eu des petites galères ou des leçons peut-être que tu as apprises? Bon, le classique, au début, quand je vais voir même la première banque, quand je dis voilà, je fais un immeuble en courte durée et tout, elle m'a dit non. Donc j'ai tout fait. Pendant longtemps, j'ai fait passer en résidence principale. Ouais. Encore récemment, j'ai racheté un bien en résidence principale. C'est beaucoup plus facile d'emprunter avec des meilleures conditions sur des plus grands délais. Donc première astuce, c'est d'emprunter classique en résidence principale. Après, non, c'est d'optimiser. J'optimise toujours le coût des travaux parce que c'est là on fait une bonne affaire à l'achat, quand on rénove et quand on loue. Donc j'essaye de maximiser ces 3 étapes-là. Donc j'achète vraiment le mieux possible. Si, c'est quand vous êtes acheteur, c'est vous qui avez le pouvoir. Les gens, ils l'oublient. Ils sont là, ouais, mais le vendeur, il veut pas. C'est toi qui vas lui donner 200 000 euros. C'est toi qui as ton mot à dire dans la négociation. Et s'il veut pas, ben, tu prendras un autre bien. Les gens, je trouve, ils ont tendance à l'oublier. Que quand tu t'endettes pendant 20 ans sur 200 000 300 000 euros, tu as le droit de donner ton avis, Ouais. d'être un peu chiant sur la négo. Bon, après, faire gaffe parce que des fois, il y a des gens qui sont trop chiants. Moi, je suis aussi vendeur parce que j'ai vendu quelques biens. Des gens qui sont trop chiants, mais dans ce cas-là, je ne veux pas leur vendre à eux et tu perds la vente. Donc, il faut réussir à jauger ça. Le deuxième apport de valeur, bah, du coup, c'est les travaux. S'impliquer, mais juste dans le suivi, si vous ne connaissez rien. C'est pour ça, si c'est proche de chez vous, c'est facile. On passe sur le chantier, on cherche à comprendre, et c'est un peu comme la gestion d'employés. Plus on passe dans son bien pendant les travaux, moins on a de chances d'avoir de surprises, etc. Moins on passe. Tous les chantiers des gens que je connais qui sont mal passés, c'est des gens qui n'étaient pas présents sur le chantier. Les gens qui sont là tous les jours,
il y a beaucoup moins de chances que ça Ouais, se ça passe se mal. passe. Donc présence, c'est pour ça encore une fois investir proche de chez soi. Et la location, bah, tester, toujours faire ses calculs sur la location meublée classique, surtout aujourd'hui où les réglementations accélèrent. Donc moi c'est ce que j'avais fait, mais déjà 5 ans en arrière, j'avais fait, enfin si c'était pas rentable en location meublée, j'y allais pas. Donc toujours faire ça, essayer la courte durée. Si vraiment ça marche pas, faire du meublé ou du nu. Ok. Et au niveau de la négo, imagine que tu as un proprio, il vend son immeuble 200 000. Bon, toi, tu arrives, bon, il y a des travaux, etc., que tu envisages. Comment est-ce que toi, tu gères la négo? Qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire? Tu vois, vu que tu as acheté quand même pas mal de lots, est-ce que tu as Ouais. des conseils, tu vois, autour de ça? Bon, c'est de mettre en avant tout ce qui va pas. C'est Ouais. préparer. Les gens, ils préparent pas leur négo. Moi, je Hmm. prépare mes Ok. négociations. Même si on n'a pas encore visité, par annonce, en visitant la localisation sur Google Maps, etc., je prépare vachement mes visites. Même aujourd'hui, quand je reprends une entreprise, je prépare mes visites. C'est-à-dire que quand tu sais, tu vas, ah oui, j'ai vu cet immeuble, il est à l'abandon, il va être détruit, etc. Dès l'extérieur, il y a beaucoup d'indices. Ah oui, j'ai vu, mais que là, c'est passant, il y a de la route, il y a du simple vitrage. En gros, ça va être de faire un peu le up and down sentimental avec le vendeur, de critiquer, mais sans le braquer. Donc on critique, on dit que c'est bien, on critique, on dit que c'est bien, et après c'est mettre en avant vraiment les arguments. Et pas chercher à négocier pour négocier, juste à dire des vérités. Si le plancher n'est pas droit, il faut le refaire, il faut le dire, ouais, Hmm. enfin, il faut le refaire, il va falloir négocier. Aujourd'hui, avec les DPE, c'est compliqué, etc. Donc vraiment, je fais de la négo, je force un peu, mais je reste dans l'honnêteté, je fais un peu de up and down. Et on arrive toujours, mais comme toute négo, on met en avant ce qui va pas, on évite de dire ce qui est trop bien Ouais. et on juge comme ça, quoi. Et en général, tu sais, les gens, bah, ils hésitent. Par exemple, tu vois, si le truc il est à 200 000, ouais, est-ce que je vais descendre à 190? Ou il y en a qui sont vraiment Ouais. genre, bah, je vais proposer limite 100. Ouais. Et toi, jusqu'où, comment est-ce que toi tu juges? Jusqu'où est-ce que tu descends? Comment est-ce que J'ai tu. Tu vois, j'ai- parce que tu t'as dit, il faut ouais. pas braquer le vendeur aussi. Donc, J'ai une technique pour pas le braquer. ouais. C'est moi, je joue un peu sur l'humour. Hmm. On brise la glace, on discute, Ouais. et arrive au moment du prix, je dis un prix très bas, mais sur le ton de l'humour. Hmm. Et en fonction de sa réaction, je vois s'il va se braquer. Dans ce cas, je dis, non, c'était une blague. Hmm. En gros, je dis, voilà, c'est ça, je dis, moi, franchement, avec tout ce qu'il y a, je pense que ouais, je vous donne maxi 120 000, mais un peu sur le Ouais, ton ouais. tranquille. Et là, je vois s'il dit, ah non, moi, en dessous de 140, j'y vais pas, et paf, il m'a donné son prix plancher. Ou Hmm. si là, je vois qu'il se braque, je dis, non, mais je rigolais. Je dis, en fonction de tout ça, quelqu'un vous aurait dit ça. Mais vous, il faut toujours que lui dise son premier prix en premier. Mais je joue toujours le ton de l'humour très bas, et après, je vois comment ça remonte. Et s'il dit c'est pas négociable, même ben, quand j'ai acheté ici le bâtiment, il m'a dit c'est pas négociable. Là, c'est moi l'acheteur, c'est moi qui vais m'endetter. Donc même ces 20 000 euros, j'ai négocié. Je dis moi, franchement, par principe, faites-moi une baisse de prix parce que ça. Moi, je dis, je mets en avant mon dossier sûr. C'est Hmm. en préparer sa visite, c'est aussi préparer son dossier. Dire, écoutez, moi, j'ai déjà la banque qui m'a déjà suivi. Là, j'ai une attestation comme quoi elle est prête à me suivre. Donc, si vous passez par moi, ça va aller au bout. Et ça se paye. Donc, dans ce cas-là, enfin, moi, à 180 000, je vous le prends, mais c'est sûr. Ou à 160 000, je vous le prends, mais c'est sûr. Hmm. Et Et quand tu aujourd'hui, dis. moi qui vends beaucoup, je trouve que quelqu'un qui arrive avec de l'argent sûr et certain, moi, j'ai fait une baisse de prix sur un immeuble, j'ai baissé de 75 000 euros. Bon, c'est un immeuble qui valait plus de 600 000, mais parce que la personne, le dossier était sûr à 100%. Hmm. Et ça ne me dérange pas parce que ça fait l'immeuble, ça fait 3 fois que la vente ne va pas au bout. Hmm. Et justement, quand on identifie que le vendeur il vous a dit que ça fait 3 fois que ça ne va pas au bout, là, si vous, c'est sûr, vous pouvez vraiment baisser le prix avec ça, Ok. quoi. Et quand tu vas, en général, c'est sans condition suspensive d'obtention de Ah prêt si, ou non? toujours. Ah, si, Ah, toujours, ouais. moi, je prends pas. Ouais. À moins que ça soit vraiment une excellente pépite et que je sais Hmm. que je vais avoir le crédit, mais je sais que c'est une offre qu'il y en a qui font. Hmm. Mais moi, enfin, je parle pas de la condition suspensive. Je dis que j'ai beaucoup d'apports, Hmm. etc. Mais je lève pas non plus la condition Ouais, tu suspensive. la laisses quand même par sécurité, on Ouais, sait parce jamais. que si lui l'emmène pas sur le terrain, Ouais, t'as pas moi, de je raison. l'emmène pas sur le terrain. S'il l'emmène sur le terrain, on négocie. Mais Hmm. si je l'enlève, c'est que je baisse le prix, moi. Enfin, moi, ça Ouais. me dérange pas d'enlever, mais plus tu enlèves Hmm. de trucs, plus tu baisses le prix. Et justement, tu parlais de bien préparer son dossier, etc. Pour toi, c'est quoi un bon dossier, entre guillemets, pour une personne tu vois, qui veut acheter un immeuble, qui a un projet voilà, comment bien se préparer, comment peut-être bien le présenter? Est-ce que tu as des conseils? Côté banque, du coup? Côté investisseur, quoi. Tu vois, Ouais, côté mais investisseur. pour présenter au vendeur ou au banquier? Aux deux. Aux Ok. deux, aux deux. Bah, au banquier, bah, c'est le classique, c'est d'essayer d'avoir des comptes propres. Mhm. Ils jugent beaucoup sur vos comptes. Donc, si vous avez des comptes sales, retirez 300 euros et faites vos bêtises avec de l'espèce, entre guillemets. Mais un compte propre, pas trop de découverts.
pas de crédit à la con, etc. C'est tentant, mais de prendre une voiture, un petit crédit conso, etc. Idéalement, il faut essayer de couper un peu tout ça. Après, moi, j'aime bien le simple et efficace. Donc, j'ai un CDI, j'ai pas d'endettement, je demande un bien et de pas demander trop. Il y a souvent des gens, ils vont demander le maximum de. Genre, ils gagnent 1006, ils vont aller demander 250. Moi, je gagne 1006, j'ai demandé 120. Et là, bah, c'est sûr que ça passe. Quand on demande en dessous des limitations, les gens, le banquier va dire ah, il demande que 120. Ah, ben, il gagne 1006, donc ça passe. Mais les gens, avec leur simulateur, ils disent ah, 1006, je peux emprunter 180, 200 000. Du coup, ils vont chercher des immeubles à 180. Moi, je gagne 1006, je vais chercher un immeuble à 120 000. Et du coup, les banquiers, ben, oh, ça va, 120 000, ça fait un crédit de 400, 500 euros par mois avec de l'apport. Donc, je me servais de ça. Apprendre quelle est la délégation classique, quelle est la délégation en agence ou pas. S'ils ont 120 000 de délégation ou 800 000 de délégation. Ça, ils n'aiment pas le dire, mais si tu parles avec ton banquier, il finit par te le dire. Donc, s'il dit, ben voilà, tous les biens jusqu'à 200 000, c'est en agence, ben, tu achètes un bien qui finit à 200 000 et c'est lui qui va te dire oui ou non. Et c'est pas le supérieur. Ouais. Et là, c'est beaucoup plus facile de draguer ton banquier que de draguer son supérieur. Ok. Et justement, là, quand tu investis, toi, est-ce que tu as commencé en nom propre ou directement en société? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer? Est-ce qu'il lance direct avec une société? Comment est-ce que tu... Ouais, moi j'ai fait classique, je me suis lancé sans avoir l'expertise que j'ai aujourd'hui, je me suis lancé en nom propre, j'avais quand même compris que le LMNP c'était plus avantageux, donc je me suis lancé tête baissée, mais en LMNP, ce qui m'a permis d'être, quand on se lance, c'est plutôt correct de se lancer en LMNP avec les plafonds qu'il y a. Aujourd'hui, après dès que j'ai compris que j'allais acheter beaucoup, que j'allais faire des choses un peu plus grandes, j'ai structuré, donc j'ai monté une holding et j'ai acheté un SCI à l'IS. Et du coup, j'avais les biens en nom propre que j'ai revendus au fur et à mesure. Aujourd'hui, il me reste qu'un seul bien que je suis en train de vendre en nom propre. Et j'ai tout restructuré dans des SCI à l'IS détenus par une holding. Tu revends à ta société ou tu Non, je revends à revends d'autres personnes? à d'autres personnes. Parce que j'ai aussi changé de stratégie. Avant, j'achetais des petits immeubles, etc. Aujourd'hui, j'achète des gros locaux commerciaux. Donc, je profite de ça. Ok. Juste avant de switcher sur la partie, tu vois, autres business, locaux commerciaux, etc., vu que tu as fait de la location courte durée, toi, est-ce que tu as des astuces justement dans ce que tu as mis en place, vu que tu es dans des petites villes, moyennes petites villes, etc., pour avoir plein de réservations, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Ouais, moi, j'ai pas tout vu, mais je fais la courte durée, je crois, depuis 2016 ça fait presque 10 ans que je fais Ouais. la courte durée. Donc, je passais un peu partout. Je délègue, j'ai des logiciels, j'en ai pas, etc. Ce qui marchait le mieux, c'était quand je gérais tout moi. Quand c'est moi qui faisais entrée-sortie ménage, mais dans ce cas-là, tu peux pas avoir un gros volume d'appartements. Donc moi, jusqu'à 3-4 appartes, je gérais tout moi. Après, j'ai dû déléguer. Et je trouve que quand on délègue, on perd doucement le contrôle. Et plus on part loin dans la délégation, plus on perd le contrôle et on mange sa marge. Et à la fin, ça m'est arrivé à des moments où, à la fin du mois, à la fin de l'année, je faisais le calcul, je dis, purée, j'ai donné tant à la femme de ménage, tant en commission à tous les sites, etc. Moi, il me reste tant. En gros, j'avais fait 120 000 de chiffre d'affaires sur un immeuble, et j'ai l'impression que moi, il me restait 20 000, alors que j'avais donné peut-être 30 000 à la femme de ménage. Et que je trouvais qu'on gagnait moins. Alors aujourd'hui, je conseillerais plus d'avoir 3 appartes qu'on gère soi-même si on peut à fond, sans frais annexes, et justement, on fidélise beaucoup. Quand c'est nous qui faisions les entrées-sorties, même au téléphone, mais quand c'est moi qui fais une entrée-sortie, etc., les gens, je les fidélise, ils reviennent hors plateforme, etc., donc j'augmente ma marge, etc. Donc, du moment qu'on gère en direct, je trouve qu'on gagne vraiment beaucoup plus en courte durée que quand on délègue tout. Donc il faut être sur 2 plateformes. Il y a beaucoup de gens, ils font que du Airbnb. Moi, 95% de mon CA, c'est Booking. Mais j'ai eu des périodes où c'était Airbnb, des périodes où c'était Booking, mais c'est plutôt Booking. Donc c'est pour ça que j'étais passé par Superhot pour gérer ça justement sur le multi-appartement. Mais en gros, il faut vraiment gérer 2 plateformes minimum, Airbnb, Booking, gérer soi-même. Et après, sur le volume, on perd toujours le contrôle, donc il faut vraiment le voir comme une entreprise pour le coup. Il faut vraiment le suivre, piloter ses chiffres tous les mois. Dès qu'il y a le moindre rafraîchissement, le faire, etc. Parce que moi, au plus gros, j'avais, je crois, 30 ou 35 appartements en courte durée en même temps que je gérais moi, avec des femmes de ménage, etc., mais que je gérais moi. C'est un peu une usine et c'est un métier. Alors, c'est vraiment un truc. Et je grossis le trait, mais j'ai l'impression que quand j'en gérais 5 en direct et 35 en délégué, j'avais l'impression que je gagnais quasiment autant. Autant, ouais. Ouais. Parce que t'avais pas Sauf que j'amortis beaucoup plus sur la partie où j'en ai 35, c'est sûr. Ok. Et là, je sais que du coup, tu utilises Superhot là depuis plus de 6 ans. Toi, comment est-ce que ça t'aide au quotidien? Comment est-ce que tu l'utilises?
Au début, je bricolais moi-même. Pendant Ouais. longtemps, moi, j'aime pas les coûts supplémentaires. Donc, pendant longtemps, j'ai Mm. poussé à l'extrême de tout faire moi-même. Et du coup, j'ai pris plein de résas croisés Mm. que je devais annuler, etc. Et dès que je suis passé justement un peu plus professionnel, je suis passé à Superhot, ce qui m'a permis de me décharger un peu de la technique Mm. et de me reconcentrer dans l'acquisition de mon côté. Mm. Mais ça m'a permis de me décharger complet de la technique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Enfin, c'est de pas être embêté, est-ce que le message a bien été envoyé, Mm. est-ce que ça a bien été checké, etc. Donc ça permet vraiment je dirais de dormir tranquille, de centraliser. Aujourd'hui, ce que je cherche même dans la gestion de société, de centraliser l'information. Les gens ne se rendent pas compte, parce que quand on a un ou deux, on peut se dire, ouais, je suis d'accord, quand tu as Mm. un appart, c'est Ouais, pas optimisé. obligé. Par contre, dès que tu as 3, 4, 5 ou plus d'appartements, tu es obligé de prendre un SaaS, donc, prendre Superhot, et par contre vraiment de le poncer, de l'apprendre par cœur, de bien le Mm. maîtriser. Et plus tu maîtrises le logiciel, et plus ton business va être efficace derrière. Si on le prend juste pour faire des liaisons, c'est Mm. dommage, alors que ça peut envoyer les messages, ça peut quasiment tout faire. Donc il faut le faire, mais l'utiliser à son maximum. C'est comme, j'en parlais il n'y a pas longtemps sur mes logiciels de caisse. Il y a des gens, ils me vendent des logiciels de caisse à 500 balles par mois, ils font tout. Mais je dis, ouais, mais moi dans la vie de tous les jours, j'utilise 10%. Donc moi Mm. aujourd'hui, j'ai un logiciel de caisse qui me coûte 14 euros par mois, mais que j'utilise à 80%. Mm. Et oui, ça fait pas tout, mais en gros, quand on a un logiciel, il faut le faire à fond. Toi, en cours durée, il est très complet. Donc j'ai envie de dire, prenez-le et faites-le vraiment à fond. Et il n'y a même pas besoin de faire autre chose, quoi. Ok, ok, ok. Et du coup, donc là, tu as tous tes business immobiliers. Comment tu as fait le switch? Parce que c'est quand même impressionnant, tu sais, distributeur. Je sais que tu avais plein de distributeurs dans les McDo, Mm. etc. Escape Game, tu as acheté une église et business de trottinette. Comment est-ce que tu as fait le switch et tu t'es dit, bah vas-y, je vais me lancer dans toutes ces activités? Déjà, est-ce que c'était tout d'un coup, petit à petit? Non, c'est un peu ça se fait un peu par enchaînement. J'ai commencé, ça fait quoi? J'ai acheté de l'immobilier, et à un moment, il y a eu des locaux commerciaux dans ce que j'ai acheté. Hmm. Sauf que entre louer et faire quelque chose, moi, ça me démange, j'ai envie de faire quelque chose dedans. Donc au début, je rachète un local, je devais faire quelque chose, je voulais faire une laverie automatique, ça fait longtemps que je voulais faire une laverie automatique, mais il était vraiment mal configuré pour faire une laverie. Hmm. Sauf que trop tard, je m'étais mis l'idée en tête de faire une laverie, du coup j'ai cherché, j'ai racheté une laverie, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des laveries automatiques. Donc j'ai commencé comme ça, un peu par hasard, mais voilà, de racheter une laverie automatique parce que je voulais faire des laveries. Après, dans mes laveries, je voulais mettre des distributeurs automatiques, sauf que je goûte aux distributeurs automatiques, et vu que moi, à chaque fois que je fais un truc, je le fais à fond, j'en fais d'autres. Et après, je rachète des gens qui ont des distributeurs automatiques, et je gagne des parts de marché. Et en gros, ça s'est fait assez naturellement. Et la suite, c'est vraiment, j'achetais un local, je mettais une entreprise dedans. J'ai acheté l'église, j'ai mis l'escape game dedans. J'ai acheté une usine, j'ai mis mon complexe de laser dedans. Et Hmm. à la fin, ça s'est carrément transformé en stratégie où j'achète des murs, je mets une activité dedans. Parce que le meilleur locataire, c'est moi-même, en fait. Hmm. Moi, je paye tout le temps. Et même justement, quand la boîte va mal, je peux payer moins. Quand la boîte va bien, techniquement, je peux payer plus, etc. Donc c'est venu un peu comme ça. Et non, c'était vraiment, comme je dis souvent, l'immobilier, c'est assez long. Donc entre deux acquisitions, on a du temps. Donc j'aidais les gens à investir, etc. Mais, euh, mais je suis curieux, j'aime vraiment entreprendre, je pense, au sens large. Moi, ce que j'aime, c'est relever des défis et entreprendre. Je l'ai fait sur les laveries. Après, j'ai eu l'opportunité de reprendre des restaurants. Je les ai repris parce que j'avais envie de. J'ai un peu une dream list. Hmm. Mais moi, c'est d'avoir fait quasiment tous les métiers, ma dream list. Tu vois. J'aimerais bien même, tu vois, être reaper et boueur pendant une semaine pour voir ce que ça fait. En fait, dès que je fais un truc, je trouve que tout est intéressant. Ce qui est un avantage et aussi un gros inconvénient. Parce que moi, je suis Hmm. assez bête pour tout faire. Donc, dès que j'ai une idée, je vais au bout de l'idée et je la fais. Et donc, j'ai trouvé un restaurant à vendre pas très cher à côté de chez moi. Je l'ai racheté, je l'ai remonté, je l'ai revendu. Les laveries automatiques, j'en ai pris une. J'ai dit, tant qu'à faire, j'en monte plusieurs. J'en ai eu 4. Les distributeurs automatiques, j'en ai repris un. Ça m'a plu. J'en ai monté une dizaine. Ça m'a plu. J'ai racheté une boîte qui en avait beaucoup. Après, j'ai fait quoi? J'ai monté un cabinet comptable, du coup, à l'époque, avec mon expert comptable. Les trottinettes, c'était un peu pareil. C'était la mode dans toutes les grandes villes, les trottinettes en libre service. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas le faire dans ma ville? La ville a commencé à avoir un projet dans ce sens-là. J'ai dit, moi, je me positionne. Et ça s'est fait. Et rapidement, on a mis les trottinettes en place. C'est vraiment le fait d'entreprendre, découvrir, gérer et optimiser le business qui m'intéresse. Alors, je suis très fort, moi, pour lancer, découvrir. Mais après, le problème, c'est que j'ai un peu le truc de que j'ai envie d'en lancer un autre. Et du coup, Hmm. il faut gérer l'ancien business. C'est pour ça que je suis monté vraiment. J'avais 17 sociétés, mais avec des trucs qui n'avaient rien à voir.
Donc c'était assez sport. Et aujourd'hui, je suis un peu plus modéré, mais par contre, j'ai engrangé parce que j'étais jeune, j'avais ça quoi, entre 27 et 31 ans, je dirais. J'ai essayé de me pousser au maximum. Donc j'ai repris tous les business sans limite, j'ai acheté un Maximo, tout ce que je pouvais faire, je le faisais pour essayer de trouver mes limites. J'ai pas trouvé mes limites, mais je pense qu'il faut pas que je les trouve parce que vraiment j'avais une charge de travail monstre. Et après j'ai temporisé, etc. Mais non, c'est un peu moi je crois beaucoup aux opportunités. On parle avec quelqu'un, il parle de quelque chose, il dit tiens, moi j'ai une idée, je veux faire ça. Bah, soit je lui dis bah, si tu veux, on le fait ensemble. Ou ah, moi je vends ça, bah, écoute, ça peut m'intéresser. Et moi je crois beaucoup aux opportunités de trucs. Je me balade sur internet, il y a une église à vendre à 100 mètres de chez moi. Moi je prends ça comme un signe, une opportunité, donc j'y Mhm. vais. Et je marche beaucoup comme ça. Autant il y a beaucoup de choses que je prépare, mais autant je laisse une grande part de non-préparation aussi qui m'arrive. Et donc c'est un peu comme ça que j'avance. Ok. Et du coup, là, parce que vu que c'est des secteurs d'activité où tu n'as pas forcément d'expérience, Ouais. il y en a beaucoup, tu sais, qui vont avoir peut-être le syndrome de l'imposteur ou qui vont se dire, Bah, bah, ouais, comment être sûr que ça va marcher? ouais, Toi, comment est-ce que tu arrives à dépasser cette... je l'ai. Du coup, je me renseigne énormément. Tu vois, les laveries, avant de reprendre ma première laverie, j'ai dû faire deux ans de recherche. Hmm. Donc, en fond, c'est pas Ouais. 2 ans non-stop, Hmm. mais toutes les semaines, je vais passer 1 heure à regarder les laveries à vendre, à appeler des propriétaires de laveries, etc. Mais j'ai vraiment ce truc où je prépare. Des fois, je prépare pas, je me lance, mais le temps d'acheter pendant 3 mois, je vais poncer le sujet. Hmm. Là, les laveries, en l'occurrence, ça faisait vraiment 2 ans que ça me trottait, que je me renseignais, je me renseignais, je me renseignais. Au bout d'un moment, je dis, allez, c'est bon, il faut en acheter une. Donc, ce que je fais, un peu comme en IMO, j'achète pas cher. Donc, je vais prendre la vieille laverie. Ma première laverie, les 2 premières, il y en a une, j'ai payé 8 500, l'autre 15 000. Donc je Hmm. me dis, à ce tarif-là, c'est presque le prix de l'expérience. Hmm. Donc je suis prêt, j'en rachète une, je vois comment ça se passe, et après j'en reprends de plus en plus grosse. Et c'est un peu comme ça que je fais tout. Je me lance à petite échelle, je me forme, et après je scale si ça m'intéresse. Ok. Et sur le chemin, bah, au travers de cette aventure, est-ce que tu as appris des choses au niveau de peut-être la gestion d'équipe? Parce que je me dis, sur des volumes comme ça de société, tu ne dois pas forcément être seul, il y a forcément une équipe. Ou est-ce que tu as peut-être appris des choses autour de ça, ou sur comment se structurer au niveau des sociétés? Ouais, ça c'était un peu mon. Alors autant moi je suis très bon tout seul, autant la gestion d'équipe, moi je suis plutôt introverti, Mm. réservé. Donc c'était un peu mon point faible, mais j'ai compris qu'il fallait recruter. Donc je recrutais, ça se passait bien, jusqu'au jour où il y a les premiers trucs qui se passent mal. Mm. Donc là je me dis, enfin j'ai dû être confronté à la gestion de l'humain, chose que j'avais pas anticipé spécialement. Quand on fait de l'IMO, on a des contacts, mais ça reste des mecs à Mm. leur compte, donc ça va. Quand on est dans des sociétés avec des employés, ça se passe bien, et du jour au lendemain, ça va mal se passer et on ne sait pas trop pourquoi. Mm. Du coup, j'ai compris qu'il y avait un facteur humain à prendre en compte, donc j'ai essayé de faire au mieux, mais avec mon expérience, etc. Mm. Donc ça se passait bien, et des fois j'ai eu le cas où ça se passait mal, mais c'était pas de mon fait. Mm. C'était les gens qui ouvertement, ça m'est arrivé plein de fois, des employés qui me disent non, en gros, oui, je t'arnaque, et oui, je t'emmerde, en gros, Mm. et j'ai pris 2 3 coups durs, voire des injustices, des personnes du jour au lendemain, ça se passe très bien pendant 3 4 5 mois, et ils vont te faire du chantage pour X raisons, etc. Donc j'ai vu que l'humain était, comment on dit, c'était pas linéaire, enfin c'était. Oh, ça change, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est changeant, donc ça se passe bien, ça se passe mal. Du coup, on peut, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser comme ce que j'avais l'habitude de faire. Un business, enfin une laverie, tu sais, ça se passe comme ça, tu maîtrises, tu fais des réglages. L'humain, c'est comme ça, et d'un coup, ça peut partir complètement à droite, complètement à gauche. Mm. Et ça, moi, dans mon quotidien, c'est assez dur, parce que je suis monté j'avais 20 25 personnes à un moment, et là, quand il fallait gérer, tout allait bien, mais quand il y en a un qui partait à droite, un qui partait à gauche, qui emmenait 2 autres en plus vers le bas, etc. Je ne l'ai pas vu venir, donc je me suis retrouvé à gérer plus de l'humain. Et pendant un moment, je me suis retrouvé, c'était pas le rôle parce qu'il voulait pas prendre sa voiture pour aller chercher du papier toilette parce qu'il n'y en avait plus dans les bureaux. Mm. Et je me suis retrouvé à un moment, je me rappelle du symbole, je suis allé acheter du papier toilette parce que personne ne voulait prendre la responsabilité d'un lait. Je dis, enfin stop, au bout d'un Mm. moment, enfin là ça Mm. m'a un peu saoulé. C'est là que du coup j'ai vachement réduit mes activités, j'ai beaucoup revendu mes activités qui avaient de l'humain pour faire justement des laveries et des distributeurs automatiques parce que j'avais eu Mm. overdose d'humain. Et après j'ai compris que pour avoir les ambitions que j'ai, il fallait que je passe par l'humain. Donc je me dis, ok, il faut que je me forme, il faut que je délègue, il faut que je m'améliore. La solution, c'est pas de faire la boule et de dire je veux plus gérer l'humain. Donc Mm. je me force, j'essaye d'apprendre, de mieux m'entourer pour gérer l'humain.
mais c'est pas mon point fort parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, ça peut aller bien, aller pas bien, et moi, enfin, quand c'est irrationnel, c'est un peu le mot que je cherchais, quand il y a de l'irrationnel qui rentre ou de l'imprévisible, je suis très bon pour gérer l'imprévisible, mais l'imprévisible humain, c'est plus compliqué. Donc ça se fait, je teste encore beaucoup. Je teste, je donne beaucoup de. Moi, je donne beaucoup ma confiance au début à l'humain. C'est pour ça que quand on me trahit, je l'ai un peu mal, parce que quand je bosse avec quelqu'un, je donne tout. 100% de confiance, beaucoup de responsabilités très tôt. Et par contre, il y a des gens qui le gèrent bien, avec qui ça se passe, mais il y a des gens qui le vivent mal. Et moi, par contre, si tu la brises une fois et tu l'as plus, etc. Donc, je fais encore aujourd'hui des tests, je m'associe, je prends des freelances, je prends des employés. Je pense que c'est les extrêmes qui sont pas bons dans tout. Donc d'avoir que des employés ou d'avoir que des freelances, je pense qu'il faut avoir quelques freelances, quelques employés et gérer un peu en direct et quelques associés. Et je trouve que depuis que c'est un peu plus un peu de tout, pour moi je trouve que c'est dérisqué, j'arrive mieux à piloter. Même si aujourd'hui je pense que le défi de tous les jours que j'ai, c'est la gestion d'humain. Parce que ce qui m'empêche de croître plus vite, c'est parce que j'ai du mal encore à. Enfin, c'est vraiment un point qu'il faut que je travaille, ou alors que je trouve un génie dans la gestion d'humain. Je passe une annonce, si vous êtes génie en gestion RH, etc. Parce que je pense vraiment aujourd'hui, ce qui me ralentit, je trouve que je vais assez vite, mais ce qui me ralentit, c'est la gestion d'humain. J'aurais pas de gestion d'humain, j'aurais eu plus de biens immo, plus de sociétés, etc. Du coup, tu suis des coachings ou tu fais des accompagnements Non, sur le tas, un peu en Ouais, sur le tas, autodidacte. ouais, Moi, je suis un peu têtu autodidacte. Ouais. Donc, je regarde des vidéos plutôt sur Internet, des formations, des choses comme ça. Je tente de déléguer, mais je le fais en autodidacte à ma sauce. Ok, ok, ok. Et là, justement, avec toutes ces sociétés, comment est-ce que tu te structures? Parce qu'on dit en général, ouais, j'ai plein de sociétés opérationnelles, après je crée une holding, je fais circuler l'argent. Est-ce que toi, tu as différentes holdings peut-être pour tes activités opérationnelles, pour le foncier? Comment est-ce que tu t'organises ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui... Ouais, moi, j'ai commencé classique. C'est pour ça que j'aime bien l'immobilier, même avant d'arriver dans l'entrepreneuriat. Je trouve que l'immobilier, c'est un bon chemin pour aller à l'entrepreneuriat. Parce que vraiment, donc comme j'ai dit au début, j'étais en nom propre. Après, j'ai compris que j'allais avoir et des sociétés commerciales et des sociétés immobilières. Donc, j'ai créé une holding assez rapidement, je crois en 2017-2018. Donc, je crée une première holding qui détient ma société commerciale et mes SCI. Et après, donc ça, c'est le schéma classique qui fonctionne très bien, que je peux pas conseiller parce que ça dépend de chacun, mais qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, après, j'ai vu que j'avais 7-8 SCI, donc ça montait assez vite. Et pareil, en société, j'avais une dizaine de sociétés. Donc ce que j'ai fait plus tard, c'est que j'ai créé deux holdings. Donc j'ai une holding aujourd'hui qui gère tout mon immobilier et une holding qui gère tout mon commercial, ce qui me permet de pouvoir embaucher en fait sur ma holding qui gère le commercial, des postes comptables, DAF, etc. Et que je voulais pas spécialement embaucher. En gros, j'ai pas besoin d'avoir une DAF sur la partie immobilier. Donc j'ai séparé un peu ça. Alors ce qui est pas évident parce que même moi, je trouve que je suis à la limite je suis un peu trop petit parce que du coup, ça fait des coûts de structure d'avoir deux holdings, d'avoir 17 sociétés, c'est 17 fois 400 euros de comptable par mois. Enfin, ça engendre quand même des frais de structurer idéalement. Donc c'est les extrêmes qui sont pas bons. Donc encore une fois, par exemple, sur les SCI, on dit souvent il faut faire un bien une SCI. Donc oui, techniquement c'est bien, sauf que moi j'ai commencé à faire ça. J'ai vu que mon nombre de SCI et mes frais comptables commençaient à monter. Donc ce que j'ai fait, je dis ok, je vais faire une ville ou un quartier. Et du coup, j'ai commencé à mettre 2-3 immeubles par SCI, etc. Et en optimisant les travaux, etc., on s'y retrouve aussi. Donc c'est comme ça que j'ai structuré, mais je l'ai vraiment fait au fur et à mesure. On peut toujours se rattraper, ça sert à rien de monter des surstructures quand on commence. D'avoir une holding, si on sait qu'on va acheter 4-5 biens et avoir une société commerciale pour faire le transfert d'argent, ben forcément quand la société commerciale gagne 100 000 euros, je m'en sers toujours d'apport pour acheter des biens immobiliers, donc il faut que ça soit lié par une holding. Si c'est pas lié, c'est dommage, on paye 30%. Ok. Et toi, comment est-ce que tu t'organises au quotidien? Parce qu'avec 17 sociétés, je me dis, ça doit quand même prendre du temps. Comment est-ce que c'est quoi tes routines? Comment est-ce que tu arrives à gérer un peu tout ça, tu vois? C'est de ne pas avoir de routine. Ouais. J'ai essayé d'être structuré et tout, mais ça tient un mois et après il y a toujours un truc qui fait que tu sors du cadre. Donc j'ai plutôt des créneaux, justement le lundi, mardi, je suis au bureau, je fais de la compta, de l'administratif, etc. Le reste du temps, je vais sur le terrain. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas d'emploi du temps, j'ai une vision à 10 jours grand max. Quand quelqu'un me dit, ah, on fait un truc dans 2 mois, telle date, je suis incapable de valider. Donc moi, je prends le quotidien et je le traite, ce qui me permet d'être très bon, mais d'avoir justement
des fois de galérer un petit peu à me développer. Mais en gros, aujourd'hui, l'organisation que j'ai trouvée, c'est que le lundi, je fais tout ce qui est compta, RH, etc. Et si j'ai pas fini, ben, c'est que lundi prochain, donc j'ai intérêt à essayer d'en faire un maximum. Le mardi, je reste dans les bureaux, mais là, je vais gérer plutôt la partie immobilier, éventuellement faire quelques mails s'il m'a manqué de la veille, mais je me force à rester au bureau. Et par contre, le reste de la semaine, je fais le tour de toutes mes sociétés, du coup. Le mercredi, je fais Narbonne-Montpellier. Donc entre la route, la gestion des équipes, etc., ça me prend la journée. Le jeudi, j'allais gérer le complexe de loisirs et l'escape game. Et je faisais un crochet par les laveries. Et le vendredi, je faisais ce qui me restait, j'attaquais dans l'autre sens. Et moi, je suis dans le loisir, donc une fois sur deux, en plus le samedi, je pouvais repasser. Mais en gros, c'est comme ça, je fais le lundi, mardi. C'est pour ça qu'à la fin, j'avais plus le temps pour les vidéos YouTube. C'est que j'étais tout le temps sur le terrain, et quand on est tout le temps sur le terrain, c'est moins facile de trouver du temps. Et tu te réveilles à quelle heure? T'es adepte du je me réveille à 5 heures du mat? Ah non, Ou justement, non, moi je suis quelqu'un. Les gens pensent que. Je vois des fois dans les yeux, les gens pensent que je suis une machine de travail et tout. Moi je trouve que ma vie elle est plutôt tranquille. Ouais. Parce que je travaille pas beaucoup, mais quand je travaille, je suis plutôt efficace. Donc je me lève plutôt à 8h, 8h30. J'ai des enfants, etc. Donc en gros, c'est les enfants qui font que je me réveille. Quand je peux, quand je suis pas trop fatigué, je les emmène à l'école. Sinon, c'est madame et moi je garde le plus petit, etc. Donc j'arrive au bureau vers 9h, 9h15 en général. Donc c'est plutôt, je dirais, classique, parce que j'ai pas le réveil, etc. Si un jour j'ai pas envie, par contre, je me lève pas. C'est ça qui est bien. Si un jour je sens que je suis trop fatigué, je m'écoute et je me lève pas. Donc je fais ça, je fais ma journée de travail. Le midi, je mange à droite côte. Je mange rarement au restaurant. Moi, je mange plutôt. Je vais acheter à Lidl un truc, ou de temps en temps, ça m'arrive même de rentrer chez moi parce que j'habite. Je fais toujours en sorte d'habiter proche de là où je travaille, comme ça je peux facilement aller le matin et rentrer le midi. Je fais ma journée de travail, j'essaie de finir vers 18-19h. Bon, des fois, à 17h30, j'en ai marre, je rentre chez moi. Des fois, je rentre pas avant 20h30. Mais la moyenne, c'est plutôt je rentre vers 19h. J'essaye de passer 1h30 en famille, de passer une demi-heure avec madame, et après, je revais sur l'ordi. Donc, en gros, de 20h30 à 23h30 minuit. Je travaille pas, mais c'est là où je fais de la veille. Je vais chercher des immeubles, des entreprises. Je vais finir d'envoyer quelques messages. Je vais regarder 2-3 trucs, etc. Et je fais ça tous les jours, quasi en 7 sur 7. Moi, je dirais 6 sur 7, parce que le dimanche, en général, je me balade en famille, etc. On dirait pas du coup, mais je trouve que c'est équilibré. Tu vois, je me lève tard, j'ai toujours ma période de famille. Je travaille beaucoup en même temps. Je trouve que j'arrive à plus ou moins tout caler. Et je pars en déplacement plutôt rarement. Je pars 1 ou 2 fois par mois maxi en déplacement, un jour ou deux. Enfin, c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt équilibré, moi. Ok. Et je joue aux jeux vidéo en plus à côté. Ok. Le Tu joues à quoi? 20h30, moi je joue toujours à Dofus. Ok. C'est le truc qui me permet de déconnecter. Bon, après, je vais pas. Moi, j'ai, comme tout le monde, de Call of Duty, aux cartes Magic en ligne, là, quand ils ont sorti le truc. Mais ce qui me permet, c'est le seul truc qui me permet d'éteindre mon cerveau. Parce que des fois, j'ai de la pression, des fois, quand même. Même si je la prends bien, j'ai quand même beaucoup de pression à gérer. Et le fait de me mettre devant un jeu vidéo et presque machinalement de jouer, je vois que mon cerveau, du coup, il se pose. Donc je sens que quand j'ai des périodes de rush, c'est là où on se dit il faut bosser 2 fois plus. Moi je sais que c'est le contraire, qu'il faut que je joue 2 heures aux jeux vidéo le soir pour refaire descendre la pression et rattaquer le lendemain, mais comme si j'avais pas fait une énorme journée derrière. Donc ça m'arrive, en gros, je travaille beaucoup et le jeu vidéo pendant 1 heure ou 2 le soir, ça me fait décompresser et après je réattaque. Après j'ai des périodes où je joue pas pendant 6 mois et après quand j'ai envie de jouer à un jeu, là je repasse en mode rentier. Hein. Je suis moins disponible, je me lève, je me couche à 3-4 heures du matin, je me relève à 10 heures, je gère. C'est un peu, je me dis, quitte à être rentier, avoir fait tout ça, il faut bien que j'ai des petits avantages. Donc 1 fois par an, quand je le sens bien, je me prends une semaine où je fais le jeune geek de 20 ans qui joue. Ok. Et du coup, là, justement, tu as fait l'IMO, tu as monté en place tous ces business, donc distributeurs, laverie, etc. Et après, je sais qu'en ce moment, tu es en mode, tu rachètes des entreprises. Est-ce que tu peux expliquer le concept? C'est quoi les avantages, inconvénients et voilà, comment trouver des bonnes entreprises? Comment est-ce que toi tu fais? Au début, je crée, parce que j'achetais l'immobilier, du coup, je crée les sociétés à l'intérieur. Donc, j'ai créé l'escape game, j'ai créé le complexe de loisirs, j'ai créé les laveries automatiques, j'ai beaucoup créé moi-même de business. Et je me suis rendu compte que cette phase de création, bon, déjà, niveau papier, permis, etc., ça demande du temps. Niveau crédit, etc., c'est une vraie charge de travail de créer une entreprise, encore plus en France, encore plus aujourd'hui.
C'est vraiment lourd. Le dernier complexe de loisirs que j'ai créé, on l'a fait un temps record, on l'a fait je crois en 4 mois. Ça m'a tué physiquement, mentalement. C'est la charge de création d'une entreprise en France sur un gros bâtiment, je la trouve assez lourde. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'avais déjà repris une laverie automatique, etc. J'ai dit, tiens, reprendre une entreprise. J'ai plus toute cette charge de travail de trouver le local, avoir le crédit qui dure 6 mois, de stress, d'énergie. Tu reprends une boîte, en fait, j'efface tout ce temps-là. Et des fois, même si tu achètes une boîte et que tu fais une bonne affaire, ça te coûte même moins cher. Parce que je prends l'exemple souvent de mon complexe de loisirs. Juste les trappes de désenfumage m'ont coûté 50 000 euros. Donc tu vois, à 50 000 euros, aujourd'hui, je rachète des sociétés. Donc pour le prix juste de mise aux normes du toit, alors qu'on n'a rien fait dans le bâtiment, ça m'a coûté 50 000. Donc de ce constat-là, je me suis dit, bah, tiens, j'ai racheté un trampoline park qui avait des trappes de désenfumage, qui avait tout fait comme moi, sauf que j'ai racheté un euro symbolique. Mais en gros, j'ai gagné 6 mois de travail, de réflexion, de stress, etc. Du premier client, quand tu lances, tu as besoin de faire de la com, tu stresses, tu as du monde, tu n'as pas du monde, etc. Quand tu reprends une boîte, tu effaces tout ça. Tu effaces la création, l'inconnu, etc. Tu as de la data. Donc tu analyses, j'y vais pas. Et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Je suis plus obligé de me fatiguer à créer des business, je peux juste reprendre des business à des personnes qui sont fatiguées. Et les redresser. Donc j'ai repris 2-3 business que j'ai redressés, mais vu que j'ai une grande expérience du coup en création, gestion d'entreprise, je trouve que j'arrive plutôt bien à redresser des business que je prends parce que je mets en application tout ce que j'ai appris par le passé. Sauf que j'ai bossé comme un con pendant 10 ans, donc j'ai beaucoup d'expérience. Donc quand je reprends une boîte, je mets en place ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça, en général, ça suffit à redresser l'entreprise. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et là, j'ai fait ça une fois, 2 fois. Je me suis dit, mais go. Là, j'en suis à la 11e société que je reprends. Parce que je me dis, en fait, c'est un gain de temps incroyable. Et après, voilà, du coup, je les fais rentrer dans mes prochains objectifs, etc. Donc là, je passe en full reprise d'entreprise en ce moment. Et toi, comment est-ce que tu les trouves? Comment tu finances ça? Parce que tu as parlé d'1 euro, les gens ils vont se dire, bah, je mets une pièce d'1 euro, je rachète la société. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est j'imagine que la société, elle est pas endettée, mais il faut remonter le truc, quoi. Mais comment est-ce que tu finances tout ça? Déjà, il y a les trouver. Je me suis beaucoup servi de l'immobilier dans la reprise d'entreprise. Avant, je passais tout mon temps à chercher des immeubles pour moi et pour des gens. Et maintenant, j'ai repris toutes mes techniques de recherche, parce que j'étais plutôt bon vraiment pour trouver des immeubles, et j'ai repris le principe de recherche que j'ai appliqué à la recherche d'entreprise. Donc tous les tips que j'avais, les sites web, les astuces, etc., j'ai tout réappliqué. Donc j'ai une liste, comme j'avais mes 10 sites immobiliers favoris, j'ai mes 10 sites d'entreprises à vendre favoris avec mes critères, etc. Donc j'ai vraiment dupliqué ma formation qui s'appelait à l'époque Trouver un bien rentable. Là, j'ai vraiment pris cette formation et je l'ai appliquée à la reprise d'entreprise, sauf qu'au lieu d'analyser un immeuble, j'analyse une société. Donc vraiment, il y a des sites Session PME, Transentreprise, BPI, enfin il y a une liste de sites qu'il faut connaître, où dedans il y a des entreprises. Après, on fait le tri justement dans ces sociétés. Sauf qu'en immobilier, on analyse, on met dans un tableau de renta avec combien ça rapporte, combien ça coûte et combien il y a de cash flow. Et là, c'est pareil, sauf que c'est des bilans. C'est un peu plus compliqué, mais j'analyse les bilans. Je demande le bilan, je l'analyse. Et après, du coup, j'optimise. Les négociations, c'est un peu les mêmes techniques. Comment je négocie un bien immo? C'est un peu comme ça que je vais négocier ce qu'on en parlait en début de podcast. Et du coup, comment trouver après une entreprise? Et quand j'ai compris qu'on pouvait acheter des entreprises à 1 euro, pareil, je dis c'est pas possible. Et j'ai creusé, j'ai cherché à comprendre, j'ai compris que c'était possible. Soit l'entreprise va mal, tu la reprends à 1 euro, mais tu prends le risque de la redresser avec des dettes. Soit les personnes veulent vendre. Donc il faut trouver la personne, un peu comme la divorce, le mec qui veut vendre un immeuble parce qu'il divorce, le mec qui veut vendre sa boîte parce qu'il divorce, c'est exactement pareil. Et après, quand un mec vend une entreprise 100 000 euros, tu analyses le bilan, tu vois qu'il a un crédit de 100 000 euros. Donc tu sais qu'une fois sur lequel il est caution perso. Donc moi j'ai compris, je dis tiens, est-ce que tu veux pas vendre 100 000 euros pour rembourser ton crédit, pour partir tranquille? Il me dit si. Et je dis mais écoute, moi je te propose je reprends ton crédit, par contre je te donne qu'1 euro, ça revient au même. Toi tu voulais juste sortir de ta boîte et pas avoir de dette. C'est ce que je te propose. Et je l'ai fait une fois et la personne a dit oui. Je dis putain, j'ai réussi à racheter une entreprise à 1 euro. Et qui l'entreprise pour le coup elle gagnait pas des masses mais elle perdait pas d'argent, donc c'est une entreprise classique qui j'ai très très bien redressée par la suite.
Et du coup, après, quand tu as compris ça, ben, maintenant je demande les bilans, j'analyse. Alors, des fois, c'est pas le cas. Des fois, les mecs n'ont pas de crédit. Le dernier, le bowling, j'ai acheté presque à 400 000 euros. Enfin, il n'y avait pas de dette. Enfin, voilà, je fais un crédit, c'est moi qui ai fait le crédit. Mais quand je peux reprendre le crédit, ça va plus vite. J'ai pas besoin de faire la demande de crédit. Donc, en gros, j'ai plus besoin de faire de demande de crédit. Je reprends des boîtes qui tournent déjà, qui ont déjà la clientèle, qui sont déjà aux normes. Enfin, c'est pour ça, quand on lit tous ces arguments, je me dis en fait, la reprise d'entreprise, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et je me sers vraiment de toutes les techniques d'immobilier en reprise d'entreprise. Et après, en termes de stratégie de financement, est-ce que tu vas avoir, par exemple, le truc à 400 000 que tu as dit, tu vas voir le banquier, tu lui dis, bon, voilà mon business plan, voilà, je veux emprunter 400 000, ou il y a des montages, tu sais, crédit vendeur, ou autre, comment est-ce que toi tu... Ouais, il y a pas mal de trucs. C'est un peu comme en IMO. Moi, j'étais plutôt un bourrin en IMO. Ouais. Tu sais, il y a des mecs qui faisaient acte en main, différé d'1 an ou deux. Moi, j'ai toujours mis de l'apport et sans différé. Moi, je suis plutôt un bourrin simple et efficace. Donc, on peut faire du crédit vendeur. Là, j'ai fait un crédit classique, sans différé, que j'ai déjà payé, commencé à rembourser dès le premier mois, etc. Mais oui, après, on peut aller chercher de la stratégie, un peu une sorte d'acte en main, une sorte de crédit vendeur. Mais ça, les vendeurs n'accepte pas toujours. Ouais. Donc moi, je me concentre sur négocier tout ça, mais pas spécialement les conditions de paiement. Mais oui, c'est comme le différé de 2 ans en IMO, c'est le crédit vendeur, grosso modo, de la reprise d'entreprise. Donc on peut toujours suroptimiser. Moi, je dis c'est bien de suroptimiser, mais faites attention parce à chercher toujours à suroptimiser, des fois, on passe jamais à l'action. Moi, je suroptimise rien. Par contre, je passe à l'action beaucoup plus que les gens. Ok. Donc moi, c'est un peu, après, c'est mon profil qui est comme ça. Je sais qu'il y a des gens, ils vont acheter, ils vont suroptimiser, etc. Sauf que quand ils en auront fait un, moi j'en aurais fait trois. Donc c'est comme ça que c'est ma façon de voir. Mais oui, on peut, du moment qu'on n'a pas ce que je dis souvent, c'est notre seule limite, c'est nous-mêmes. Et du moment qu'on n'a pas de limite, en fait, on peut tout faire. On prend une boîte, on peut l'analyser, on peut lui proposer d'acheter les parts, on peut acheter le fonds de commerce, on peut décider de faire un crédit, de reprendre le crédit qu'il avait, de le laisser dans la boîte au début, de lui faire des indemnités kilométriques. Enfin, en gros, on peut faire tout ce qu'on veut. Et après, ça reste de la négo d'humain à humain. Et c'est nous qui pouvons guider vers là où ça nous arrange. Mais des fois, en laissant un peu de mou dans les conversations, des fois, c'est les gens qui m'apprennent et qui me proposent des trucs qui me vont bien. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai mon idée, mais je reste toujours un peu ouvert. Mais je prépare mon rendez-vous, j'ai toujours mon idée quand même. Et du coup, là, au niveau de la société que tu reprends, toi, est-ce que, vu que tu en as fait plus d'une dizaine, etc., toi, c'est quoi les erreurs classiques, justement, que tu vois, qui ont fait que la société, elle marche pas et que toi, tu te dis quoi dans ta tête est-ce que tu as une checklist où tu te dis, ouais, je vais la redresser en faisant ça, ça, ça? Est-ce qu'il y a des trucs en commun, peut-être, que tu as Ouais, identifié? quand on analyse le bilan, en général, on arrive à analyser un peu ce qui va pas. Après, c'est toujours plus facile d'analyser le business de quelqu'un que son propre business. Ouais. Moi, je sais très bien que si je te donne mes apparts en cours durée, tu vas dire, ouh là là, il faut faire ça, ça, ça. Mais comme toi, si tu me donnes ta société, je vais dire, ouh là là, il faut faire ça, ça, ça. Ouais. C'est toujours plus facile de juger un business extérieur. Donc, quand je prends le business de la personne, j'essaye de l'analyser et j'essaye de voir est-ce que c'est un problème de gestion, est-ce que c'est un problème de sentiment, de temps, etc. J'essaye d'identifier le problème. Chaque entreprise a des problèmes différents. Donc c'est vraiment chercher à analyser le problème. Euh, En général, moi, des fois, c'est les problèmes quand on a un commerce, l'erreur classique, par exemple, c'est les horaires d'ouverture. Là, les 2 dernières sociétés que j'ai repris, ils avaient les horaires d'ouverture très limités. Le trampoline park, il ouvrait 22 heures par semaine. Parce que lui, il avait identifié que les moments les plus rentables de la journée, de la semaine, c'était ces 22 heures-là. Sauf que du coup, il se bridait à faire en grosso modo 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sauf qu'il avait grosso modo 10 000 euros de charge. Donc en gros, quand il y avait des vacances, il gagnait un peu de trésor, mais quand il n'y avait plus de vacances, il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc là, je sais très bien que juste en passant de ces 22 heures d'ouverture à 35 heures d'ouverture, sur ces périodes hors vacances, je sais très bien par expérience que ça va créer de la trésor, parce que dans tous les cas, la personne, je vais la payer 35 heures. Donc juste en réaugmentant les horaires d'ouverture, je vais faire rentrer, plutôt que 10, je vais faire rentrer 11 ou 12, mais ce qui va me donner un peu de mou. En plus de ça, je vais réétudier les logiciels, les charges. N'importe quelle boîte que je reprends, tu prends la liste des charges. Quand tu as une boîte depuis 5-10 ans, tu as tendance à faire rentrer des charges, dire oui, oui, oui. Même moi, le premier, dans mes boîtes, des fois, je reprends du recul. Et je me dis non, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, je regarde les charges et je réoptimise les charges, un peu comme les logiciels. Je regarde, il a 10 logiciels, est-ce que celui-là, il sert vraiment, vraiment? Une fois sur deux, tu te dis non.
son logiciel de caisse, là j'ai l'exemple, le bowling que j'ai repris, il a un logiciel de caisse à 150 euros par mois. Ou même le trampoline park, il a un logiciel à 150. Moi j'en ai un qui coûte 15 avec ma solution, elle est 45 tout compris. Donc déjà je passe de 150 à 45, donc je gagne 100 euros par mois. Les gens vont dire mais c'est pas comme ça que tu redresses une boîte. 100 euros par mois c'est 1200 euros par an. 1200 euros par an, déjà c'est un peu mieux. Mais pour faire ces 1200 euros, quand ta boîte elle fait 10% de bénéfices, il te faut faire 10 000 de chiffre d'affaires pour faire 1000 euros de bénéfices du coup. Donc c'est-à-dire que le logiciel de caisse que tu as économisé à 100 euros par mois, finalement ça t'économise potentiellement de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. En gros j'ai un raisonnement comme ça pour les charges. Donc j'identifie bien toutes les charges, je les réoptimise avec un œil extérieur, c'est plus facile. J'augmente un peu les horaires d'ouverture et après je travaille le produit. N'importe quelle société, c'est le produit, est-ce qu'il est bon ou pas. Quand on a moins de recul sur son produit, on voit moins ce que les gens demandent. Je me concentre sur, ok, l'utilisateur du produit, qu'est-ce qu'il veut vraiment, tu vois. Et je reviens sur le terrain quand je reprends une boîte. Pour ça que là, je bosse beaucoup. Là, j'ai repris 2 boîtes, donc je suis tout le temps sur le terrain. Et je suis au contact des clients. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils attendent. J'essaye de comprendre et j'appuie encore plus sur qu'est-ce que veut le client. Au trampoline park, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que là, les parents ils veulent se poser en Wi-Fi pour travailler à côté ou est-ce qu'ils veulent être sur le parc avec l'enfant? Et en fonction, je vais faire une offre avec le parent qui peut, pour un upsell, aller avec lui sur le terrain, ou au contraire, je vais aménager un coin Wi-Fi, comme ça il reviendra plus souvent parce qu'il sait qu'il peut bosser. Donc j'essaye de travailler le produit, de l'améliorer, et en gros c'est ça, j'améliore les charges, j'améliore les horaires, j'améliore le produit, j'améliore quelques autres critères, je peux pas tout dire, dessus, et en faisant ça, c'est assez mathématique, tu redresses la boîte. Et c'est horrible, parce que du coup, j'ai identifié sous forme de méthode. J'en avais parlé une fois, j'ai vu que tu m'en as reparlé. J'en ai pas parlé beaucoup, mais il y a des gens qui l'avaient vu. Et en gros, j'ai une méthode, j'ai identifié tous les points qui font qu'une société marche. Et quand on applique bêtement cette méthode, j'arrive à redresser n'importe quelle boîte. C'était la méthode du singe rouge, c'est La ça? méthode du singe rouge, pour ça je ne l'ai pas trop dit, je ne l'ai pas trop vendu, parce que je ne voulais pas la vendre, parce que je dis si je donne ça à tout le monde sait redresser les boîtes, j'ai plus aucun avantage. En gros, je prends une boîte, je remplis bêtement mon tableau, est-ce que la boîte fait bien ça, et je sais que si la boîte elle fait ça, je la redresse, elle sera rentable. Et c'est un peu comme ça que j'ai Et tu coaches des gens autour de ça maintenant ou tu fais de la reprise d'entreprise Ouais, ça s'est fait assez naturellement parce que j'avais arrêté un peu la partie formation parce que j'avais envie de refaire du terrain. Parce que être youtubeur c'est bien, mais ça prend du temps et ça prenait les 3 quarts de ma semaine. Et moi, le terrain, ça me démangeait, donc j'ai fait une pause sur la partie YouTube. J'ai re-allé bosser, j'ai repris plein de boîtes, j'ai revendu, j'ai fait pas mal de trucs. Et là, du coup, j'ai trouvé un peu le créneau. En ce moment, je reprends beaucoup de boîtes et je sais que pendant 1 ou 2 ans, je vais encore reprendre. J'espère plus reprendre beaucoup de boîtes. Et du coup, assez naturellement, il y a des gens qui m'ont dit, un peu comme au début de l'IMO, tiens, est-ce que tu peux m'aider à reprendre une boîte? Est-ce que tu peux me coacher sur la reprise d'une boîte? Et du coup, là, j'ai ressorti juste un petit programme de formation où j'aide les gens. Donc, j'ai une formation sur la reprise d'entreprise et un accompagnement où on aide les gens à reprendre des entreprises. Voire même, moi, je m'associe avec les gens parce que moi, j'ai compris que pour reprendre beaucoup de boîtes, l'association, c'est quelque chose. Autant gérer des employés, ça me fait plus peur que m'associer avec quelqu'un. Parce que j'ai déjà fait de l'association et que moi je suis plutôt facile pour m'associer avec moi, je suis pas très chiant. Et donc aujourd'hui, ouais, ça s'appelle l'Académie des repreneurs. Et du coup, on aide les gens à se former, donc à apprendre où chercher les entreprises à reprendre, comment les reprendre, comment les redresser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, il y a plein de formations qui existent sur comment trouver une entreprise à reprendre, mais je trouve qu'il n'y a rien qui dit comment redresser concrètement. Là, je te donne les clés d'une entreprise, qu'est-ce que tu fais? Et je trouve que c'est là que les gens pensent que c'est là que la reprise est finie. Moi, je trouve que c'est là que la reprise elle commence, justement. Quels sont les horaires? Est-ce que depuis quand ils n'ont pas rebossé les tarifs, etc. Et moi, du coup, dans cette partie, je ramène toute la partie terrain. Donc là, c'était marrant parce que j'ai ouvert la formation quasiment le jour où j'ai repris le trampoline park. Donc j'ai pris ma caméra, je dis regardez, là je viens d'avoir les clés, voilà ce que je vais faire. Et j'explique aux gens tout ce que je fais, etc. Non, c'est parce que je me dis, même au-delà de reprendre une société, même ceux qui ont des sociétés qui galèrent, limite, ils peuvent appliquer ta méthodologie pour l'appliquer à eux-mêmes. On pourrait redresser, c'est pour ça qu'au début j'hésitais à faire reprise ou gestion, parce que ma méthode permet tout simplement aussi de gérer une entreprise, mais il fallait faire un choix et je trouve que
la suite logique va faire que les gens soit vont comprendre et vont se l'approprier, ou soit plus tard je sortirai un produit finalisé, etc. Mais c'est toujours le truc où j'ai vraiment l'impression, c'est un jour j'ai pris du recul, je me dis pourquoi tout ce que je fais, entre guillemets, ça fonctionne. C'est-à-dire j'ai pris un restaurant, une laverie, de l'immobilier, tout ce que je fais, j'arrive à le faire fonctionner. Et j'ai pris du recul et j'ai dit en fait il y a un point commun. C'est que je me rends pas compte, mais à chaque fois, pour les comptes, je fais cette méthode, pour les horaires, je fais cette méthode, etc. Et un jour, j'ai loué un Airbnb, justement, je suis avec Steven, on a loué un Airbnb, on s'est posé, on a dit, OK, on va mettre sur papier toute la stratégie des 8 dernières années. Et on a tout écrit, on s'est dit, en fait, voilà, on a une méthode qui nous permet de lancer une boîte ou de reprendre une boîte qui est identifiée, on l'a appelé le singe rouge. C'est un clin d'œil parce qu'en gros, au niveau communication, des fois, au lieu de payer 3000 euros de com, tu mets une grosse statue d'un singe rouge devant ta boîte, ça fait autant de communication que n'importe quelle campagne de communication que tu pourrais faire. Et on s'est dit, oh purée, on a un truc, on a dit, tiens, on va coacher des gens, on l'a fait, on a aidé 2-3 personnes, on leur a montré, et après on s'est dit, en fait, pour le coup, il faudrait peut-être qu'on l'utilise, parce que si demain tout le monde s'est redressé, reprendre des boîtes, gérer des boîtes avec notre méthode, moi, je j'ai plus aucun atout. Ok. Mais ça s'est fait vraiment naturellement. C'est pas que j'ai pas envie de la vendre, c'est que c'est compliqué à vendre parce qu'il y a aussi une part d'interprétation. Et en gros, il faudrait que je t'explique comment interpréter la méthode pour qu'elle soit efficace. Et du coup, il y a des gens qui, on leur donne la méthode, ils vont pas réussir, ils vont dire la méthode est pas bonne. Mais il y a une part d'interprétation. C'est du coaching one-on-one ou c'est du en groupe ou en une formation en e-learning ou Le singe rouge, il est nulle part, il est juste dans mon Ouais. ordinateur. Ok. Et sinon, la reprise d'entreprise, on fait toutes les semaines. On fait un coaching toutes les semaines avec un fonds de formation et on aide les gens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent, je trouve, c'est l'accompagnement. Et même moi, quand j'achète une formation, la formation, c'est très bien, tu le fais sur un moment. Pendant les 2-3 mois où tu es motivé, tu vas la torcher, tu vas être efficace. Mais après, c'est l'humain. Au fur et à mesure, tu seras de moins en moins efficace et tu vas racheter une autre formation et c'est comme ça que tu vas avancer. Et c'est vrai qu'avec l'accompagnement, quand il y a quelqu'un qui te pousse au cul, te dire alors t'as fait quoi, tu es obligé de rendre des comptes. Je trouve que moi ça marche sur moi. Quand j'ai quelqu'un qui me dit alors t'as fait quoi, alors t'as fait quoi, moi je me sens obligé de faire. C'est soit j'abandonne le navire comme un traître, mais dans ce cas-là t'as perdu, ou soit tu dis bah ok, je sais qu'il va me dire t'as fait quoi, donc je vais bosser, alors qu'en temps normal je l'aurais pas fait. Donc ce qui marche sur moi, je l'applique aux autres. Donc moi j'essaye d'être derrière les autres, de les pousser un peu. C'est pour ça que j'ai fait aussi, on a reparlé, un groupe school, ça s'appelle Club Business Evolution, je crois. Et tous les jeudis soirs, ça fait 1 an et demi, mais j'étais choqué même moi de l'assiduité que j'arrive à tenir. C'est que tous les jeudis soirs, j'aide des entrepreneurs. Déjà, moi, je dis tout ce que je fais parce que je peux plus tout dire sur YouTube parce qu'il y a des trucs. Enfin, je peux genre le trampoline que j'ai acheté à 1 euro sur le Club School, il le savait 3 mois avant quand j'avais identifié l'annonce. Donc moi, ça me permet de me décharger émotionnellement de toute la. Parce que moi, j'aime bien partager, mais trop. Quand je parle avec les gens, tu vois, je donne tout parce que. Mais sur YouTube, si je donne tout, quelqu'un m'aurait acheté le trampoline devant. Donc là, je donne un petit comité, donc je partage beaucoup et en échange, les gens partagent. Et c'est un petit groupe d'entrepreneurs parce que quand on entreprend, je sais pas si c'est ton cas, mais on est souvent plus ou moins seul. Alors ça dépend si on a un duo, si on est en couple, on arrive, etc. Mais des fois, on est assez seul dans l'entrepreneuriat. Et le fait d'être en petit groupe, je trouve que ça aide au quotidien et ça remonte le moral. Ok. Bon, on mettra les liens dans la description pour tous ceux qui veulent rejoindre. Il y a les dernières questions. Si toi, tu devrais repartir de zéro, voilà. Comment est-ce que tu... En IMO ou en business? Peu importe. Peu importe l'agent, imaginons, je sais pas, je veux me faire 10 cas par mois. Voilà, je suis là, on est là, fin 2025. Je pars de zéro. Comment est-ce que... Si on est fin 2025, je pars pour le coup sur de la reprise d'entreprise. Ok. Parce que si tu as un budget limité, tu peux reprendre une boîte pour pas grand-chose. Donc j'essaie de reprendre une boîte pour pas grand-chose. Et par contre, je vais mettre toute mon énergie à redresser que cette boîte. Je vais faire que ça. C'est-à-dire, je vais prendre une boîte et je vais bosser dans cette boîte pour la redresser. Et c'est là où on peut créer le plus de valeur, que ce soit une menuiserie, un escape game ou peu importe. Je prends l'exemple d'un escape game, tu reprends une boîte, du coup, tu es le game master, donc tu vas un peu tout faire, tu vas le gérer au quotidien, tu vas faire plus d'heures que la moyenne et tu vas réussir à créer plus vite de la valeur. Après, si c'était au moment où j'ai commencé, j'aurais sûrement repris une boîte maintenant avec l'expérience que j'ai. Mais je trouve que commencer par l'immobilier en courte durée, c'était un très bon début. Si je recommencerais à l'époque, je t'aurais dit je ne change pas grand-chose parce que faire de la division et de la location Airbnb, c'est ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la reprise et j'ai l'impression qu'il y a
il y a vraiment un coût à faire à reprendre une boîte et à se défoncer, à la redresser. Parce qu'on peut reprendre une boîte qui faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si tu arrives à la redresser, c'est peut-être un peu plus risqué, mais si tu arrives à la redresser, tu peux dégager 100 000, 150 000 par an. Et en immobilier, avant de faire 150 000 par an, il faut que tu achètes quelques appartements. Alors qu'en reprise, tu peux le... Moi, il y a une boîte que j'ai repris, pendant 4 ans, elle ne gagnait pas d'argent. Je l'ai repris et dès la première année, j'ai fait 50 000 euros de bénéfices. Donc que je me suis versé à la holding. Donc tu vois, 50 000 euros et j'y suis allé 4 fois. Parce que j'ai utilisé la méthode juste pour la redresser et ça a suffi. Donc je me dis que la création de valeur peut être assez importante. C'est pour ça que maintenant, je reprends des boîtes qui font plutôt 500 000 euros ou plus. Et je me dis, bah là, la dernière boîte que j'ai repris, elle fait 120 000 euros de bénéfices. Donc je me dis que si j'arrive à améliorer ces 120 000 euros de bénéfices, enfin, on peut gagner quand même un peu plus. Ça demande plus de travail, c'est un peu plus risqué, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de recette magique. Donc aujourd'hui, je ferai de la reprise d'entreprise et je me donnerai à fond dans la boîte que je reprends. Ok, super. En tout cas, quel parcours, merci encore pour ton partage. Il y a les derniers conseils, peut-être une personne qui veut se lancer, qui hésite, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, là c'est ce qui a marché pour moi et ce qui manque, je trouve, des fois à des gens, c'est donc d'écouter les autres, c'est bien, mais c'est au bout d'un moment, faut croire en soi. Moi, c'est le jour où je dis, ok, j'y vais, je le fais, je suis pas plus bête qu'un autre, je me lance, et c'est là que je me suis lancé, j'ai pris ma caméra, je me suis lancé sur YouTube, ça a marché. La laverie, j'avais jamais repris, j'avais toute la théorie, j'ai racheté une laverie. On sort de sa zone de confort, on se lance, on croit en soi, et c'est là que bizarrement, ça marche, on travaille, on améliore, et de croire en soi et de se lancer, c'est ce qui a fait, et je dis souvent aussi, c'est d'éteindre le cerveau. C'est vraiment, on réfléchit, c'est bien, mais le jour où ça a marché, j'ai arrêté de réfléchir, je dis vas-y, je le fais. Donc moi, je faisais du rugby, donc je prends souvent le truc, je suis talonneur, tu vois, c'est ça. Tu réfléchis, c'est un poste, tu dois lancer en touche, talonner, être un peu stratégie, mais des fois, tu dois éteindre le cerveau et pousser. Donc c'est vraiment, tu réfléchis, tu identifies, tu éteins le cerveau, tu fonces, tu reprends une boîte, tu vois, t'as des sous, tu reprends la boîte, tu éteins le cerveau, tu bosses, tu rallumes le cerveau, et c'est un peu comme ça. Croire en soi, savoir éteindre le cerveau de temps en temps, sinon on passe jamais à l'action. Ok, bah, sur ces bonnes paroles, croyez en vous. Pouf.